sur ce moment que nous vivons, qui est un moment très particulier, plein d'émotions, bien entendu, qui est l'aboutissement d'une bataille très ancienne. Je voudrais associer à ce moment particulier les générations d'historiens qui se sont succédés depuis 1957 pour mener cette bataille. Et d'abord, Pierre Vidal-Naquet, qui a été mené le combat de sa vie avec l'affaire Audin, en écrivant le livre L'affaire Audin, qui est paru aux éditions de Minuit, mais avec lui aussi d'autres historiens qui étaient dans le comité Maurice Audin. Je pense à Madeleine Reberriou, qui a joué un très grand rôle aussi dans la bataille. André Mondouze, qui a été aussi un historien, mais pas de la période contemporaine, on le sait, mais qui a joué aussi son rôle de manière très très importante. Cette première génération d'historiens, qui n'étaient pas tous communistes d'ailleurs, hein, mais qui étaient en fait des combattants pour la vérité, pour l'établissement des faits, et qui ont bien entendu été aidés par le Parti communiste français dans cette bataille. Et puis il y a une seconde génération d'historiens qui se sont heurtés au mur des archives, parce que c'était un véritable mur en fait, hein, du secret d'État qui entourait cette question de l'affaire Audin et d'autres affaires, notamment, j'y reviendrai si j'ai le temps, de l'affaire Yveton en particulier, dont on n'a toujours pas réussi à éclaircir les conditions de son exécution. Là, la seconde génération d'historiens, Jean Galisso, avec Gilbert Beignet, bien sûr, et Claude Mouzu, qui ont été des historiens qui ont combattu ici pour qu'on s'approche encore davantage de la vérité des archives. Et je dois associer à ces noms des historiens français, des historiens algériens, qui ont naturellement été dans cette bataille pour l'établissement des faits, d'autant que le peuple algérien avait payé un tribut très lourd à cette histoire de guerre, avec des milliers de disparus. On le sait, pendant la bataille d'Alger, selon les chiffres de Paul Tedjen de 1957, plus de 3000 Algériens ont disparu et dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ce qui est quand même aussi très important. C'est en cela d'ailleurs, par parenthèse, que le cas de Maurice Audin est tout à fait exemplaire, parce qu'il est symptomatique de ce qui s'est passé comme système de terreur mis en place, qui s'est conclu par des exécutions bien sûr, mais aussi des disparitions. Parce qu'un des grands drames de cette histoire, c'est le fait qu'on n'a pas pu faire le travail de deuil de cette guerre parce qu'il y a eu beaucoup de disparus. Donc comment faire le travail de deuil lorsque, précisément, on n'arrive pas à clôturer cette question au niveau des disparus? Et puis, bon, moi j'appartiens encore à une nouvelle génération des années 70, beaucoup plus jeune, et qui avait travaillé en fait à cette époque-là sur les rapports compliqués entre le nationalisme et le communisme. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à réfléchir sur les itinéraires de Maurice Audin et de Fernand Yveton en particulier, les relations du Parti communiste algérien avec le FLN et avec le Front de Libération Nationale. Donc c'était des rapports complexes, qui n'étaient pas simples, bien évidemment, mais c'est ce qui m'avait personnellement passionné dans les batailles démocratiques livrées dans ces années-là, bien entendu. Et puis enfin, donc dans ces historiens algériens, je citerai Mohamed Harbi, bien sûr, avec qui j'ai travaillé pendant de longues années pour écrire cette histoire ensemble, franco-algérienne, parce que c'est aussi de cette manière qu'on pourra peut-être trouver l'apaisement des mémoires. Mais il y a d'autres historiens algériens, comme Abdelmejid Merdassi, Dahoud Jerbal, Fouad Soufi, qui sont des historiens qui ont combattu aussi pour l'établissement de la vérité de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'il ne faut pas oublier naturellement dans cette journée mémorable du 13 septembre, qui maintenant va devenir peut-être une journée particulière, la journée du 13 septembre 2018, c'est-à-dire la journée de retrouvailles des mémoires, essayer d'approcher le plus possible de la vérité. Puis enfin, la dernière génération d'historiens, celle des années 2000, la plus récente, celle naturellement avec Sylvie Thénault et Raphaël Branche, qui arrivent dans les années 2000, dans une situation où les archives ont commencé à s'ouvrir et elles ont pu soutenir leur thèse sur notamment la torture pendant la guerre d'Algérie, avec Pierre Vidal-Naquet d'ailleurs, qui était membre du jury, qui n'avait jamais lâché sur ces questions-là et sur l'affaire Maurice Audin, jusqu'à sa mort en 2006. Pierre Vidal-Naquet n'avait jamais, y compris, j'allais presque dire désespéré de cette histoire. Et cette nouvelle génération, bien sûr, a permis de faire en sorte que les archives s'ouvrent davantage. Je dirais un mot sur le fait qu'en 2010, les archives se sont ouvertes
à partir d'un travail que j'ai effectué sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie, qui est paru en 2010, les archives du ministère de la Justice. Et c'était les archives autour de Fernand Yveton, où il était établi que, en fait, l'exécution de Fernand Yveton avait été approuvée par le ministre de la Justice de l'époque, dont tout le monde connaît le nom. Donc, à partir de cette ouverture d'archives, disons du ministère de la Justice, il y a maintenant 8 ans, d'autres archives ont commencé à s'ouvrir. Et donc, de toute manière, la décision politique très importante qui a été prise hier, dans le fond, elle se fait dans une situation où la vérité apparaissait de toute manière. C'est-à-dire qu'en fonction de tout le combat livré par la famille, par le comité des mathématiciens, dont il faut citer aussi le nom ici de Gérard Tronel, qui par un hasard habitait à côté de chez moi à Asnières, et qui a porté le comité des mathématiciens en faveur de Maurice Audin en instituant un prix franco-algérien autour de Maurice Audin, c'était quand même extraordinaire. Et alors, toutes ces batailles, des familles, on y reviendra, des historiens, des intellectuels, etc., ne pouvaient, et des politiques, bien sûr, parce que ça c'est fondamental, et aussi, bien sûr, du Parti communiste français, il est bien évident que la vérité, de toute manière, nous la connaissions. Nous savions cette vérité. Il manquait, bien sûr, et je terminerai là-dessus, la parole politique, la décision de l'État. Parce qu'en fait, nous savions que Maurice Audin avait été enlevé, exécuté, torturé, ne serait-ce qu'en lisant le livre d'Henri Allègre, tout simplement, et depuis 1958. Mais il fallait la reconnaissance par l'État, et cette reconnaissance par l'État, c'est vrai que j'en ai discuté personnellement avec le président de la République lors de son voyage en Algérie, là, récemment, l'année dernière, comme vous le savez, j'avais insisté particulièrement sur le fait que pour une réconciliation réelle franco-algérienne, il fallait des gestes symboliques très forts qui touchent à ceux qui étaient précisément des Algériens, français, entre guillemets, européens. Maurice Audin était cela. Maurice Audin était algérien, fondamentalement, parce qu'il avait combattu pour l'indépendance de l'Algérie, mais il était aussi français pour avoir cru dans la patrie des droits de l'homme. Voilà, je vous remercie. On a accueilli Charles Sylvestre avec nous. Charles Sylvestre, un grand journaliste de l'Humanité, qui avait œuvré au début des années 2000 pour organiser